Le bruit de la clé qui tintait dans la serrure fut un avertissement suffisant. Maria se redressa sur le canapé, les bras croisés, les lèvres serrées comme si elle retenait un millier de mots. La porte s'ouvrit et le voilà, Toby, empestant l'alcool une fois de plus. Il entra en titubant, une chaussure à moitié enlevée, la chemise froissée, les yeux injectés de sang. Son parfum ne masquait plus le whisky. Il claqua la porte et lança ses clés de voiture par terre comme dans un panier de basket. Maria le regarda en silence. Toby balaya la pièce du regard, plissant les yeux comme s'il avait oublié où il se trouvait. « Oh, tu es encore réveillé » marmonna-t-il. « Non, Toby. »« Je flotte » répondit-elle d'un ton plat. Il ricana. « Toujours drôle. »« C'est bien. Continue les blagues. » Maria se leva. « Tu as encore bu. Il est plus d'1 heure du matin. »« D'où viens-tu » Il se laissa tomber sur le canapé. « De l'échec, Maria. »« C'est de là que je viens. » Elle le fixa. « Tu trouves ça drôle » lança-t-elle. « Tu es comme ça depuis des semaines, tu bois, tu dors toute la journée, tu parles tout seul. C'est quoi exactement ton plan ?» Toby tourna lentement la tête vers elle, les yeux vitreux. « Le plan ? Oh, chérie, le plan est mort le jour où Silas m'a viré de Crest Rock. » Il saisit la télécommande, alluma la télévision et monta le volume. Maria lui arracha la télécommande des mains et éteignit l'écran. « Ne me teste pas ce soir, Toby, dit-elle. » Il se leva. « Et sinon quoi ? Tu vas me gifler comme tu as giflé la femme de mon cousin à cette cérémonie de prénom ?» Le visage de Maria s'empourpra de colère. « J'ai tout quitté pour toi, Toby. Mon mariage, mon confort, mon statut. Tu m'avais dit que si j'épousais Silas et que je le distrayais, on prendrait l'entreprise ensemble. C'était le plan. Mais regarde-nous maintenant, fauchés, sans emploi, dans un appartement loué qui sent le kérosène, et les regrets. » Toby pointa un doigt vers sa poitrine. « C'est toi qui as tout gâché. Tu es devenue trop émotive. Tu as laissé cette fille rusée nous doubler. Elle a prévenu Silas et il s'est retiré de l'affaire de Dubaï. C'était notre moment. Tu étais censé me protéger, rétorqua Maria. Au lieu de ça, tu m'as donné des mensonges et des restes. Tu n'as même pas su fermer ta bouche à l'hôtel. Oh, ne recommence pas avec ça, aboya-t-il. Si tu ne m'avais pas poussé à affronter Silas, rien de tout ça ne serait arrivé. Tu as tout détruit. Un silence s'installa. Puis la voix de Maria se brisa. J'avais un homme qui m'aimait. Il me donnait tout. J'étais l'envie de tout le monde. Je portais des vêtements de créateur et je vivais à l'équis. Regarde-moi maintenant. Regarde ce que j'ai choisi. Toby ricana. Alors retourne vers lui. Rampe s'il le faut. On verra s'il daignera même te regarder. Elle attrapa son sac sur la table. Ne me tente pas. S'il te plaît, rit-il amèrement. Tu n'étais qu'un joli visage sur un trône que tu n'avais pas construit. Dès que tu as perdu cet homme, tu es devenu ordinaire. La main de Maria s'immobilisa sur la fermeture éclair. Ses yeux brûlaient. Tu vas regretter ça, Toby. Je regrette déjà. Un silence lourd, laid et plein de regrets s'installa. Elle marcha jusqu'à la porte, puis se retourna lentement. Tu vois ce whisky que tu bois tout le temps, dit-elle doucement. Il n'effacera pas le fait que tu as échoué. Et quand il ne fera plus effet, tu te réveilleras toujours avec ton compte en banque vide et ta vie vide. Elle claqua la porte derrière elle. Toby resta là, vacillant légèrement, fixant l'endroit où elle s'était tenue. Puis, lentement, il s'effondra sur le sol, prit sa tête entre ses mains et murmura. J'avais tout, et j'ai tout perdu. Dehors, dans le couloir, Maria se tenait les bras serrés autour d'elle, respirant vite. Elle éteignit son téléphone et, pour la première fois de sa vie, elle pleura. Vraiment pleura. Pas de chagrin d'amour, mais du poids de ses propres choix. Et de l'autre côté de la ville, loin de tout ce bruit, Dup se tenait devant un portail, sa valise à la main. Elle leva les yeux vers la grande maison en silence. Il était temps de commencer sa prochaine mission.
La maison des Oena semblait parfaite vue de l'extérieur, une cour impeccable, des piliers blancs, des pots de fleurs alignés comme des enfants obéissants. Les voisins les imaginaient comme un couple puissant, riche, élégant, béni. Mais à l'intérieur, c'était la guerre. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Dupe avait discrètement pris son poste de nouvelle femme de ménage. Comme d'habitude, elle ne parlait pas beaucoup. Elle se fondait dans les murs, balayait sans bruit et gardait les yeux ouverts. La première chose qu'elle remarqua fut le froid. Pas le froid de la climatisation, mais le froid du mariage. Monsieur Oena parlait à peine à sa femme, Ronk. Celle-ci, en retour, le regardait à peine. Il rentrait tard. Elle avait cessé de demander d'où il venait. Il mangeait sa nourriture froide. Elle avait cessé de la réchauffer. Ils étaient 2 étrangers élevant les mêmes enfants. Une nuit, Dupe entendit Ronk pleurer dans la cuisine. Des sanglots étouffés, du genre qu'on presse dans sa paume pour que les murs n'entendent pas. Mais Dupe entendit. Le lendemain, la voix de Ronk claqua dans la salle à manger comme du verre brisé. « Tu veux divorcer ? Alors fais-le. Que le monde entier sache que c'est toi qui as détruit ton foyer. » Oena n'éleva pas la voix. Il s'essuya simplement la bouche et laissa tomber la serviette. « Je suis fatigué d'être blâmé pour tout. Cette union est finie depuis longtemps. » Non, Oena. Tu l'as finie le jour où tu as commencé à coucher avec ta secrétaire. Je ne répondrai pas à ça. Parce que c'est vrai, rétorqua-t-elle. Dupe se tenait dans un coin du salon, en train d'épousseter les cadres. Personne ne la remarquait. C'était son don. Elle vit Ronk sortir en trompe de la salle à manger, les yeux rouges, les lèvres tremblantes. Elle vit Oena soupirer profondément et se servir un verre. Elle ne dit rien. Pas encore. Mais elle attendait le bon moment. Le jeudi matin, Oena était particulièrement élégant dans son boubou bleu marine. Sa montre brillait. Ses chaussures claquaient avec autorité. Son parfum atteignit l'escalier avant lui. Il s'apprêtait à sortir quand Dupe s'avança légèrement, lui bloquant le passage dans le couloir, un chiffon humide à la main. « Monsieur » dit-elle doucement. Oena lui jeta à peine un regard. « Oui. » Elle leva les yeux. « S'il vous plaît, n'allez pas à ce voyage ce week-end. » Il cligna des yeux. « Pardon ?» La voix de Dupe ne trembla pas. « Le voyage à Paris avec votre secrétaire. Vous avez dit à madame que vous alliez à Ibadan, mais votre vraie destination est Paris avec Natacha. » Oena se figea. Il la dévisagea comme s'il essayait de comprendre qui elle était. « Je vous demande pardon. » Dupe baissa encore la voix, comme si elle ne voulait pas que le couloir entende. « J'ai fait un rêve, très clair. Vous êtes entré dans la chambre d'hôtel avec elle. Vous avez ri. Vous avez bu du vin. Puis vous vous êtes effondré. Ils ont dit que c'était une crise cardiaque, mais ce n'en était pas une. Elle a mis quelque chose dans votre verre. Son petit ami était déjà dans la chambre d'à côté. Ils ont vidé vos comptes avant même que votre corps ne refroidisse. » Oena baissa lentement la main. « Qui vous a raconté ça ?» Dupe pencha la tête. « Personne, monsieur. Je l'ai vu. Et j'ai appris à ne jamais ignorer ce que je vois. » Il recula. « C'est de la folie. Vous n'êtes qu'une femme de ménage. Vous ne devriez pas me parler comme ça. »« Je sais, monsieur, » répondit-elle doucement. « Et je n'aurais jamais ouvert la bouche si ce n'était pas grave. » Les yeux d'Oena s'agitaient maintenant. « Personne ne sait pour ce voyage sauf. » Il s'arrêta net. Dupe plia lentement son chiffon. « Demandez-vous comment je peux savoir tout ça, monsieur. Et demandez-vous ensuite si je mens. » Oena resta planté là, le souffle coupé. Il ne répondit pas. Il ne bougea pas. Dupe se retourna et s'en alla. Il ne sortit pas de la maison ce matin-là. Il s'assit dans le salon comme un homme qui venait de lire sa propre notice nécrologique. Son téléphone vibra. Natacha appelait. Il décrocha lentement. « Hey bébé, tu es prêt pour Paris ? » Non. Pourquoi ? Quelque chose est arrivé. Le voyage est annulé. Silence. Puis sa voix baissa.
Tout va bien? Il ne répondit pas. Elle insista. On peut le repousser au week-end prochain ou aller à Dubaï à la place. Tu sais que je te suivrai n'importe où. Il raccrocha. Plus tard dans la journée, au bureau, Natacha lui apporta du thé. Sa voix était douce. Tiens, exactement comme tu l'aimes. Il prit la tasse, la regarda et la versa lentement dans le vase de fleurs sur son bureau. Elle le fixa. Qu'est-ce que tu fais? Il la regarda calmement. J'ai perdu le goût des choses sucrées. Ce soir-là, Oena appela sa banque pour bloquer les comptes joints. Il contacta son avocat. Il déplaça les fichiers importants du disque partagé de Natacha. Il ne parla pas beaucoup au dîner. Il se contenta d'observer Ronk attentivement et se demanda en silence si Dup voyait aussi cela. Car maintenant, il en était certain, cette fille n'était pas ordinaire. Et tout avait changé. La maison était étrangement calme. Pas paisible, juste calme. Le genre de silence qui suit une dispute que personne n'a gagnée. Oena et Ronk ne se parlaient plus. Pas de questions, pas de salutations, juste des hochements de tête froids et de longs silences pendant les repas. C'était un samedi matin. Le soleil était doux. La brise sentait la poussière humide et les courses matinales. Quelque part dans la rue, un générateur tout sauta. Dans la cuisine, Dup se tenait devant l'évier et rinçait des tomates. La fenêtre à côté d'elle était ouverte. Elle entendait le gardien arroser le pavé en chantonnant. Elle était calme. Elle l'était toujours, surtout les jours où elle avait quelque chose de lourd à dire. Madame Ronk entra dans la cuisine, vêtue d'un cafetan crème et d'un foulard. Elle avait l'air fatiguée. Elle ne remarqua pas tout de suite Dup. Elle alla directement au frigo, prit une bouteille d'eau, en but une longue gorgée puis se retourna. Leurs regards se croisèrent. Dup salua doucement. Bonjour, madame. Ronk hocha la tête. Bonjour. Elle prit une autre gorgée et s'apprêta à partir, mais Dup parla à nouveau. Madame. Ronk s'arrêta. Oui. Dup reposa délicatement une tomate dans le bol et se tourna complètement vers elle. Je sais pour John. Ronk fronça les sourcils. Quoi? Je sais pour John, votre ex. Celui avec qui vous discutez depuis quelques semaines. Ronk cligna rapidement des yeux. De quoi parlez-vous? La voix de Dup ne changea pas. Il a réservé une suite à l'hôtel Ida ce week-end. Juste vous deux. Vous préparez ça depuis plusieurs jours. Mais si vous y allez? Ronk fit un pas en avant. Pardon? Vous lisez mes messages? Non, madame, répondit Dup calmement. Je ne touche pas à ce qui ne m'appartient pas. Mais je vois ce que je suis censé voir. Il y eut une pause. Puis Dup ajouta. Si vous allez dans cet hôtel, vous perdrez votre mariage et votre dignité. Ce que vous pensez être un réconfort vous apportera des regrets. La gorge de Ronk se serra. Elle essaya de parler, mais aucun mot ne sortit. Dup reprit une autre tomate et continua à la laver comme si de rien n'était. Les yeux de Ronk se remplirent de larmes. Vous n'avez pas le droit. Vous n'êtes qu'une femme de ménage. Je suis un témoin, dit Dup doucement. De ce que votre cœur sait déjà être mal. Le silence emplit à nouveau la cuisine. Lourd, cette fois. Ronk s'agrippa au bord du comptoir. Il m'a trahi en premier. Je sais. Il m'a fait du mal. Il m'a rendu invisible. Dup hocha lentement la tête. Et vous vouliez vous sentir vu. Ronk essuya rapidement ses larmes. Je voulais juste ressentir quelque chose à nouveau. N'importe quoi. Dup ferma le robinet, s'essuya les mains et regarda Ronk droit dans les yeux. Vous pouvez encore, mais pas dans cette chambre d'hôtel. Elle prit le bol de tomates et passa doucement devant Ronk. En sortant de la cuisine, elle s'arrêta. Parfois la vengeance semble douce, jusqu'à ce qu'elle pourrisse tout ce qu'elle touche. Puis elle partit. Ronk resta là, le dos contre le frigo, les yeux pleins de larmes. Elle n'alla pas à l'hôtel ce soir-là. Elle resta au lit, fixant le plafond pendant des heures,
supprimant les messages, ignorant les appels, murmurant des excuses à elle-même. Pendant ce temps, Oena était assis dans la chambre d'Amy, son ordinateur sur les genoux, en train d'examiner les mouvements financiers de Natacha. Dupe passa devant sa chambre sans regarder à l'intérieur, mais Oena eut l'impression qu'elle savait. Le lendemain, pour la première fois depuis longtemps, Oena descendit et ne se dirigea pas directement vers la porte. Il s'assit dans le salon, ouvrit la bouche pour parler, et Ronk le rejoignit lentement. Cette conversation allait tout changer. Mais à cet instant, Dupe se tenait dans le garde-manger, pliant des serviettes avec des gestes calmes et souriants, car la guérison avait enfin commencé. La maison était à nouveau calme, mais cette fois ce n'était pas le silence du ressentiment. Ce silence était incertain, lourd, mais pas hostile. Oena était assis dans le salon, les coudes sur les genoux, les mains jointes. Il avait à peine dormi la nuit précédente. Natacha avait appelé 12 fois, laissé 5 messages vocaux, envoyé 2 selfies et une note vocale qui se terminait par « Tu me manques ». Il n'avait pas répondu, non par noblesse, mais parce que pour la première fois depuis des mois, il avait peur d'elle, de lui-même, de la proximité avec laquelle il avait frôlé la mort dans les bras de quelqu'un qui ne souriait que pour son solde bancaire. Il fixait le verre de jus intact sur la table. La maison intacte. La femme intacte à l'étage. Ronk descendit lentement. Pas de maquillage, pas de boucle d'oreille, son foulard noué lâchement comme si elle n'avait même pas fait d'effort. Elle s'arrêta en le voyant assis là. « Je ne savais pas que tu étais à la maison », dit-elle doucement. Il leva les yeux. « Je suis là. » Un silence gênant. Elle passa devant lui, s'arrêta, puis se retourna. « Je peux m'asseoir ?» Il hocha la tête. Elle s'installa tout au bord du canapé comme quelqu'un qui s'attend à être rejeté. Un autre silence. Puis Oena parla le premier. « Il y a quelque chose que je dois te dire. » Ronk le regarda, fatiguée et prudente. « J'ai eu une aventure, dit-il. Avec Natacha, ma secrétaire. » Elle ne bougea pas. Elle ne cligna même pas des yeux. Il continua. « Je t'avais dit que j'allais à Ibadan, mais j'avais réservé un voyage à Paris avec elle. Elle avait tout prévu, mais je n'y suis pas allée. » Ronk restait silencieuse. « Elle voulait me tuer, ajouta-t-il. M'empoisonner, prendre mon argent, mes parts, tout. Et moi ? » Sa voix se brisa. J'ai failli foncer droit dedans. C'est là qu'elle parla enfin. Je sais. La tête d'Oena se releva brusquement. Quoi ? Je sais, Oena. Je sais depuis un moment. Il était stupéfait. Alors pourquoi tu n'as rien dit ? Parce que je préparais ma propre fuite, murmura-t-elle. Il se figea. Ronk fixa ses mains. John m'a appelé. Mon ex. On a recommencé à discuter. Je ne lui ai rien dit sur toi, mais j'ai laissé les conversations aller trop loin. Oena déglutit. Ronk continua. Il a réservé une chambre d'hôtel ce week-end. Il a dit qu'on pouvait parler, se reconnecter, peu importe ce que ça veut dire. Oena se laissa aller en arrière comme si le vent l'avait frappé. Ronk le regarda, les yeux doux. Mais je n'y suis pas allé. Silence. Des larmes montèrent dans ses yeux. Nous préparions tous les deux des trahisons, juste sur des chemins différents. Oena ne pouvait plus parler, alors Ronk continua. Mais quelqu'un nous a vus. Quelqu'un que nous ne voyons pas. Il la regarda. Dupe. Elle hocha la tête. Elle m'a prévenu doucement mais clairement. Et j'ai craqué parce que je savais qu'elle avait raison. Oena essuya son visage. Je ne sais même pas comment réparer ça. Moi non plus, répondit Ronk. Mais je sais que je veux le faire. Il la regarda. Tu veux encore de ça ? Je ne veux pas tout perdre. Il tendit la main vers la sienne. Elle ne la retira pas. Ils restèrent ainsi, brisés, coupables, exposés, mais se tenant la main pour la première fois depuis des mois. Et dans la cuisine, Dupe se tenait devant l'étagère du garde-manger, rangeant des paquets de sucre et de crème comme si elle n'entendait rien. Mais elle entendait. Elle entendait toujours. Et elle souriait, car c'était le genre de silence qu'elle aimait, celui qui suit la guérison.
Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, la vie de Maria passa de mal en pis. La semaine même où elle pensait que Toby et elle allaient recommencer à zéro, elle se retrouva à traîner sa valise dans les escaliers de son appartement meublé, pieds nus et furieuse. Il venait de lui hurler au visage, « Sors d'ici, Maria. Retourne vers Silas s'il veut encore de toi. » Elle n'avait rien dit. Elle avait simplement fermé son sac d'une main tremblante, arraché sa perruque et était sortie dans la nuit. Pas d'Uber, pas de plan, plus une once d'amour-propre. Elle s'installa dans un petit studio à Aja, peinture écaillée, robinet qui fuyait, un propriétaire qui frappait plus fort que ses regrets. Elle n'avait plus d'argent, plus de travail, plus de paix. Et Silas la hantait. La façon dont il l'appelait, ma reine. La façon dont il s'assurait que sa garde-robe avait plus de tenue que de soucis. La façon dont il l'avait aimée avant qu'elle ne jette tout pour un homme qui ne pouvait même pas payer le bouquet des STV. Elle pleurait souvent, des larmes silencieuses sur un matelas emprunté, des murmures de regret dans un oreiller qui ne donnait jamais de réponse. Puis vint la fin, celle qui se moquait de sa fierté, celle qui la faisait mélanger de la crème sans lait et lécher des cuillères de concentré de tomates pour dîner. Puis vint le propriétaire. « Madame Maria, vous payez vendredi ou vous prenez vos problèmes et vous partez. » Alors elle sortit un matin, noua son foulard bien serré, poudra son visage et se dit qu'elle trouverait n'importe quoi. Elle marcha sous le soleil dans des talons qui avaient autrefois foulé le Range Rover de Silas, et qui maintenant claquaient sur des trottoirs poussiéreux. Elle s'arrêta dans des boutiques, frappa à des portails, mendia avec son sourire. Personne ne rappela. Puis, par pur hasard, quelqu'un dans un petit restaurant près de l'Équi lui demanda. « Vous cherchez du travail ?» Elle hocha la tête rapidement. « On a besoin d'une femme de ménage. Vous allez passer la serpillière, nettoyer les toilettes, essuyer les tables avant l'arrivée des clients. » Et c'est ainsi que ça commença. Ils lui donnèrent un tablier marron. Elle le noua sur le même corps qui portait autrefois des diamants. Elle était maintenant femme de ménage. Dans le même genre de restaurant où Silas l'avait autrefois emmenée dîner, quand les serveurs la saluaient d'un « bon après-midi, madame » et que les chefs lui demandaient si le plat était trop salé. Maintenant, elle frottait les mêmes carreaux qu'elle avait autrefois foulés en talons. Et tandis qu'elle passait la serpillière près du distributeur de jus, elle se murmura à elle-même. « Ne pleure pas. Ils ne doivent pas te voir pleurer. » Mais les larmes vinrent quand même, car au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas un cauchemar. C'était la réalité. Et elle était parfaitement réveillée. Chez les Oena, la lumière commençait à revenir dans les coins où régnait autrefois l'obscurité. Les cris avaient disparu. Les longs silences aussi. Il y avait maintenant un rythme, fragile, mais réel. Oena et Ronk avaient commencé à s'ouvrir l'un à l'autre, lentement, prudemment. Ils parlaient davantage, riaient parfois, s'asseyaient sur le même canapé sans que leur cœur batte de rage. Ils guérissaient. Ils réparaient ce qui avait été brisé. Et même s'il faudrait du temps pour reconstruire tout ce qu'ils avaient cassé, une chose était certaine, le pire était passé. Ils n'étaient plus des ennemis qui faisaient semblant d'être mariés. Ils étaient deux personnes qui choisissaient d'essayer à nouveau. Et dans la chaleur tranquille de leur foyer, Dup sut qu'il était temps. Un matin ensoleillé, sans faire de bruit, elle plia ses vêtements, ferma sa petite valise et sortit de la chambre qu'elle n'avait jamais vraiment déballée. Elle entra dans la cuisine, posa la dernière chose qu'elle avait nettoyée, une serviette fraîchement séchée sur l'étagère, et se dirigea vers la porte d'entrée. C'est là que Ronk la vit. « Dup » appela-t-elle doucement. Dup se retourna. « Oui, madame. Où vas-tu avec ta valise ? » « Je pars. » Ronk fronça les sourcils. « Comme ça, tout simplement ?» Oena arriva du couloir, une serviette sur l'épaule. « Il y a un problème ? » « Non, monsieur, » répondit Dup doucement. « Tout va bien maintenant, et ça veut dire que ma mission ici est terminée. » Ronk s'approcha. « Nous avons encore besoin de toi. »« Non, madame, » dit Dup avec un petit sourire. « Vous avez besoin l'un de l'autre maintenant, pas de moi. » Oena croisa les bras. « Mais nous ne savons même pas où tu vas ni quoi te donner. Reste au moins jusqu'à la fin du mois. » Dup secoua doucement la tête. « Je ne reste jamais plus longtemps que prévu. »
C'est la règle. Les yeux de Ronk s'adoucirent. Merci. Dup hocha la tête. Vivez doucement. Parlez gentiment. Veillez l'un sur l'autre. Ils restèrent là, mari et femme, à la regarder comme s'ils la voyaient vraiment pour la première fois. Dup prit sa valise, marcha jusqu'à la porte et se retourna une seule fois. Je vous souhaite la paix. Accrochez-vous à elle. Et sur ces mots, elle sortit. Sans bruit, sans fanfare, juste des pas calmes qui s'estompèrent dans un nouveau commencement. Pendant ce temps, à Lagos, Maria venait tout juste de finir de nettoyer les toilettes des femmes quand son superviseur fit irruption dans la remise à serpillière comme une tornade. Maria, un client VIP vient d'entrer. Va essuyer la table 6 et assure-toi que les bouteilles de jus sont bien alignées. Elle ne discuta pas. Elle était fatiguée. Son dos lui faisait mal. Ses genoux réclamaient du baume chaud. Elle prit un chiffon et entra dans la salle de restaurant, son tablier noué trop serré et une tresse rebelle dépassant de son foulard. En s'approchant de la table 6, elle leva les yeux et se figea. Ses yeux s'écarquillèrent. Son esprit quitta brièvement son corps. Silas était assis là, comme dans une scène de film. Sa femme était à ses côtés, très enceinte, rayonnante comme si elle mangeait de l'or au petit déjeuner. Elle riait, un rire que Maria n'avait plus eu depuis des années. Leur petit garçon était là aussi, joue rebondi, sirotant joyeusement son jus avec 2 pailles, sans se douter que son père avait autrefois été trahi par la femme qui tenait maintenant un chiffon humide. Maria recula d'un pas, puis de 2. Puis elle fit quelque chose que même les anges n'avaient pas vu venir, elle courut. Pas calmement, pas élégamment. Elle fila à travers l'allée latérale, tablier au vent, chiffon toujours à la main, chaussures couinant sur les carreaux comme dans un dessin animé. Un serveur cligna des yeux, « C'est qui ça ?» Un autre murmura, « Pourquoi elle court comme si on la poursuivait ?» Le gérant cria, « Maria, où tu vas ?» Mais elle était déjà partie. Par la porte de derrière, sous le soleil, dans une pure et totale humiliation. Elle ne s'arrêta qu'à la rue suivante, haletante comme quelqu'un qui venait de s'échapper de prison. Elle s'appuya contre un mur, les mains sur la poitrine, et murmura. Sang de Jésus. Ce n'était même pas que Silas l'avait vue. Il ne l'avait pas vue. Il ne l'avait pas reconnue. Il n'avait pas regardé autour de lui. Il était trop occupé à découper la viande de son fils et à rire avec sa femme rayonnante, comme si son monde n'avait jamais été brisé. Et d'une certaine façon, cela rendait tout encore pire, il était passé à autre chose, et elle vivait encore dans l'ombre de ce qu'elle avait jeté. De l'autre côté de la ville, le soleil brillait, mais la rue était calme. Un taxi s'arrêta lentement devant une immense villa blanche à Ikoyi. Grand portail, haute clôture, caméras de sécurité partout. Le genre de maison où les secrets portent du parfum et où la douleur se cache derrière des vitres teintées. Dup descendit doucement. Elle ajusta son foulard, lissa sa robe simple et prit sa petite valise dans la voiture. Elle resta immobile devant la villa, le visage calme, le regard concentré. Puis elle sourit. Ce sourire tranquille, celui qui précède la guérison, la vérité, la révélation. Car elle n'était pas qu'une femme de ménage. Elle était la réparatrice. Et c'était sa prochaine mission. Fin. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec vos amis et votre famille. À bientôt pour une nouvelle histoire.